Bonsoir, une bonne nouvelle. La France s'agrandit, la France gagne du terrain avec quelques 600 000 km² supplémentaires. Comment on fait? Alors l'équivalent du territoire français, en fait, il est gagné sous les mers, dans le monde entier, donc tout autour de nos possessions. Et ça va rapporter, parce que la France, elle est à la tête du deuxième domaine maritime mondial. Elle est à la tête d'un véritable trésor, l'or bleu, parfois négligé justement. Alors est-ce que la France connaît bien son trésor maritime? Voici les décodeurs de l'écho. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. 600 000 km² supplémentaires. Le Figaro est consacré à un gros dossier ce matin et on en parle aussi parce que l'actualité, c'est ce comité interministériel qui se déroulait aujourd'hui autour de la mer à Boulogne-sur-Mer avec Manuel Valls, Emmanuel Macron et bien d'autres ministres. Tout à l'heure à 20h, question toute simple, est-ce que Alexis Tsipras redevient fréquentable? François Hollande, il est pour 2 jours à Athènes en Grèce et on en parlera avec l'ancien directeur général du FMI, Jacques Delarosière. Allez, le trésor maritime pour démarrer avec nos décodeurs de l'écho. Je vous présente Eudes Riblier, président de l'Institut français de la mer. Jacques de Châteauvieux à la tête du groupe Bourbon, un groupe extrêmement innovant justement qui fait de la recherche pétrolière, des services pétroliers offshore, des services sous-marins. L'avocat Hervé Larocque, avocat spécialiste du droit maritime, spécialiste du transport. Xavier Louis, il est économiste, auteur de France-sur-Mer, un empire oublié. Allez voir ça, c'est passionnant justement, on va vous donner des chiffres que vous n'imaginez absolument pas ce soir. Et puis avec nous également David Weber, expert énergie, auteur de Terres rares, avenir industriel, future richesse de l'Europe. Oui, parce que tout au fond là des mers, il y a des terres rares fondamentales pour tout ce qui est les lasers, les téléphones mobiles, les voitures connectées. C'est passionnant, je vous le disais, oui. Alors comment est-ce qu'on gagne exactement 579 000 km² justement? Par quel coup de magie? Abracadabrant, Jean-Baptiste Huet. On appelle ça l'extension des limites du plateau continental. En clair, nous avons gagné des fonds marins supplémentaires, sol et sous-sol, au large de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Nouvelle-Calédonie et des îles Kerguelen. C'est à New York que tout se décide. La Commission des limites du plateau continental, c'est son nom, une antenne de l'ONU, est chargée d'étudier les dossiers des différents pays qui revendiquent ces zones. Ainsi, la France a pu prouver que ces fonds marins étaient bien reliés à nos territoires. 25 millions d'euros ont été nécessaires pour réaliser les études, souvent dans des conditions difficiles, car il faut aller enquêter parfois à plus de 1000 mètres sous la mer. C'est le programme Extraplaque. Mais pourquoi tant de moyens dépensés pour des zones sous-marines alors même que la surface de l'océan n'est pas concernée? Eh bien la réponse, c'est l'or bleu. Peut-être des champs de pétrole à foison, mais aussi des terres rares, toutes ces matières premières indispensables à notre vie quotidienne puisqu'elles permettent de fabriquer nos téléviseurs et nos smartphones, sans oublier toutes les ressources biologiques et les organismes vivants. D'autres dossiers ont été déposés pour tenter d'élargir encore notre territoire sous-marin, l'extension du golfe de Gascogne ou encore au large de la Réunion dans l'océan Indien ou en Polynésie, aux abords de Wallis et Futuna. Voilà donc l'explication de Jean-Baptiste Huet. Hervé Larocque, vous êtes avocat, l'extension du plateau continental, l'extraplaque. Comment on prouve concrètement que c'est à nous justement? Et on prouve que c'est à nous parce que l'État français a ratifié la Convention de Montego Bay, qui est entrée en vigueur en 1996, qui a institué la commission dont vous avez parlé il y a un instant. Commission des Nations Unies, oui. Qui a permis aux États qui ont ratifié cette convention de déposer des demandes, initialement dans un délai de 10 ans, donc jusqu'en 2006, ça a été prorogé de 3 ans jusqu'en 2009. Pour dire, voilà, moi j'ai l'impression que ce qu'il y a au fond des mers m'appartient. Voilà. C'est ça en quelque sorte. Pour dire que ce qu'il y a au fond des mers est relié avec ma plaque continentale et dépasse les 200 000. Donc j'ai fait des demandes, enfin le gouvernement français a fait des demandes et ces demandes ont été admises il y a un mois puisque les arrêtés ministériels ont un mois de... Oui. Mais ça, il faut le prouver justement, il faut faire des recherches géologiques, ce que nous disait donc Jean-Baptiste Huet. Ça prend des mois et des mois, il faut forer, il faut explorer tout au fond des mers, ça coûte cher. Écoutez, je ne sais pas quels sont les critères techniques qui ont été retenus par la Commission des Nations Unies. En toute hypothèse, j'imagine que ce sont les experts français, à l'appui de leurs demandes, qui ont justifié
que le plateau, que les zones étaient reliées à notre plateau continental. Donc à la Guyane, à la Nouvelle-Calédonie, aux îles Kerguelen, aux Antilles. Oui, c'est facile à prouver ou pas, Driblier? L'IFREMER a 14 spécialistes qui travaillent en permanence sur le sujet. Et puis il y a chaque année des missions de navires océanographiques qui sont faites pour aller faire des relevés, aller faire des prélèvements locaux, etc. pour prouver qu'il y a bien continuité entre ce que j'appellerais la pente douce du socle continental et puis ces fonds au-delà des 200 000 qui sont la limite de notre zone économique exclusive. Et puis ensuite, il faut se mettre d'accord avec éventuellement les pays riverains. Ah oui, voilà. Parce qu'on peut avoir des zones sur lesquelles ça se passe en commun. Donc, par exemple, l'archipel de Crozet, donc, qui nous appartient, il y a des eaux tout autour, qui ont des terres sous-marines qu'on aimerait bien convoiter, mais l'Afrique du Sud aussi veut mettre la main dessus. Voilà, ça sera l'objet d'un prochain dossier. Et donc on doit se mettre d'accord avec l'Afrique du Sud parce que la Commission internationale ne fait pas d'arbitrage entre les pays. Et c'est pour ça que le dossier sur le golfe de Gascogne est un dossier qui n'est pas encore fini de trancher. Nous avons un accord de principe de la Commission, mais il faut se mettre d'accord entre la France, l'Espagne, l'Angleterre et l'Irlande pour savoir comment chacun étendra son plateau continental. Il y a une vraie bataille comme ça sur les zones maritimes entre pays. C'est fréquent ce type de décision d'ajouter ou même de retirer peut-être des morceaux de territoire à un pays. Parce que là quand même on gagne d'un seul coup presque 600 000 km². C'est l'équivalent de la superficie de la France sur le continent européen, la France continentale, la métropole, quoi. Hein. Tout à fait. Alors moi, j'ai pas entendu parler de retirer. Oui. Il y a simplement des dossiers sur lesquels il n'y a pas d'accord pour agrandir. Oui, l'avocat Larocque. Évidemment, on ne retire rien, on ajoute, on ne retire rien. Et puis, ce qu'il y a surtout, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de demandes. Il y a les demandes en cours, mais il ne doit plus y avoir de demandes, puisque les demandes ont dû être présentées au plus tard en 2009. Et il ne devrait plus y avoir de demandes nouvelles. Il y a des conflits comme ça régulièrement. Moi, je me souviens de ce conflit au sein même de l'Union européenne, hein, donc entre la Croatie et la Slovénie, donc sur le golfe de Pirane. Hein, la Slovénie, quelque part, bloquait l'entrée de la Croatie dans l'entrée de l'Union européenne en disant voilà, il faut absolument résoudre parce que les deux pays, au niveau de pas très loin de l'Italie, se battaient, Driblier. Tout à fait. Les seules demandes nouvelles que l'on pourrait avoir maintenant, ce sont des nouvelles de pays qui ratifieraient la Convention et qui donc y deviendraient partie et auraient un certain nombre de mois ou d'années, je ne sais plus, pour pouvoir poser des demandes d'extension de leur plateau continental. Le seul grand pays qui n'a pas ratifié la Convention, ce sont les États-Unis, et il est fort peu probable qu'ils y viennent. Ouais. Et ça se fait souvent dans une commission, dans un bureau. On ne fait jamais la guerre pour un morceau de plateau continental jusqu'à présent. Non, on ne fait pas la guerre pour un morceau de plateau continental parce que si on fait la guerre, on n'est pas d'accord. Et si on n'est pas d'accord, il n'y a pas d'autorisation d'extension. Non. Alors, j'ai sous les yeux France-sur-Mer, un empire oublié que vous avez signé, Xavier Louis. Vous êtes économiste, entre autres. Hein, et la France, elle est présente dans le monde entier. Juste, donnez-nous le chiffre choc que vous me donniez juste avant de rentrer. La France, c'est le 6e territoire économique mondial. Ouais. Plus grand que la Chine, c'est le 7e, et l'Inde. Je parle de territoire économique, c'est-à-dire effectivement les zones émergées, les zones immergées. Ouais. J'ajoute d'ailleurs par rapport à ce qui vient d'être dit, que si on compte les fameux 600 000 km² qui ne sont pas tout à fait de la même nature que notre zone économique exclusive, parce qu'il n'y a pas l'eau, en quelque sorte, ce qui est surjacent. Oui, parce que juste, on ouvre une parenthèse, il y a la zone économique, alors on ne va pas faire trop de juridique. Sans rentrer dans le détail. La zone économique exclusive, on peut pêcher, hein, voilà, c'est à nous, l'eau nous appartient. En revanche, puisqu'on parle des 600 000 km² supplémentaires, c'est le sol, c'est dur, c'est le fond de l'eau, on va aller chercher des minerais. Voilà. C'est le pétrole, c'est l'hydrogène qu'on a trouvé. Voilà, aussi. Et ça, on va en parler avec David Weber. Si on prend en compte ces 600 000 km², qu'on les ajoute maintenant, on dépasse les 12 millions de km², et nous ne sommes plus le second domaine maritime mondial, mais le premier. Car les Américains n'ont rien gagné, vous l'avez rappelé, à juste titre. Or, nous n'avions que 300 000 km² de moins. Donc, faites le calcul. Donc, ce soir, on peut dire que on est le premier domaine maritime mondial, c'est nous, ce sont les Français. Hein. Oui, le territoire français. Et le 6e territoire mondial. Surtout, la France est le seul pays qui est sur 4 continents. Moins de 8% de notre territoire économique est en Europe. Attendez. Moins de 8% du territoire économique français est en Europe, c'est-à-dire la métropole. 60% est en Océanie. Ah, ouais. 60% en Océanie, 20% en Afrique, 12% en Amérique. Ouais. Le reste est en Europe.
Et oui. C'est fou. Vous qui sillonnez les mers, Jacques de Châteauvieux, avec votre flotte, vous avez combien de bateaux chez Bourbon qui sillonnent la terre entière? 500 environ. 500 bateaux. Ouais, c'est complètement fou cet empire que l'on a. L'empire économique français, l'empire maritime français, avec des richesses considérables. Oui, mais encore faut-il l'utiliser à quelque chose, car répertorier le fait qu'on est si puissant, mais ne pas en faire usage, c'est ça le problème. C'est évidemment contempler l'avenir à partir de notre pauvreté. Mais ce qu'il y a de bien dans cet environnement maritime, c'est que la France est numéro 1 ou très présent parmi les leaders dans un grand nombre de secteurs. Chose qui peut-être n'apparaît pas aux yeux du public, mais des entreprises comme la CMA-CGM, parmi les 3 premiers dans le monde, des entreprises comme Technip, qui interviennent beaucoup dans la technologie sous-marine, la CGG, qui fait la sismique de l'ensemble des mers du globe et des territoires, surtout du globe, et puis des entreprises comme Bourbon, qui font aussi très modestement Bourbon, voilà. Offshore. Je crois qu'on a un grand nombre, non seulement d'entreprises qui interviennent avec des bateaux, mais d'entreprises qui ont des savoir-faire qui permettent d'intervenir en mer. Et puis moi je pourrais rajouter aussi Veolia, Suez Environnement, GDF Suez cette fois aussi peut-être dans le dessalement de l'eau de mer, on en parlera tout à l'heure. C'est vrai qu'on est à la tête d'un trésor. 11 millions de kilomètres carrés d'eau territoriale et zones économiques réparties sur 3 océans, 4 continents, 20 fois la superficie de la métropole. Un trésor sous-marin. Alors justement, qu'est-ce qu'on trouve dessous, David Weber, auteur de Terres rares, avenir industriel et futures richesses de l'Europe? Parce que c'est pas le tout de dire on a 600 000 km² supplémentaires. Non. Dessous, il y a plein de trucs sympas. Oui, il y a des choses sympas. On trouve essentiellement ce qu'on appelle des nodules polymétalliques, qui sont dans une zone qui se situe à l'est de Clipperton, donc au large du Mexique, qui est une zone qui est maintenant bien répertoriée, bien connue. On va trouver aussi ce qu'on appelle des encroupements cobaltifères. Donc on va trouver le long des dorsales, ce qu'on appelle des fumeurs noirs, avec plein de matériaux qu'on trouve de façon assez peu fréquente sur l'écorce terrestre et qui nécessitent aujourd'hui quelques investissements pour être exploités de façon rentable demain. Ces nodules, ça ressemble à quoi? C'est des grosses boules un peu? C'est très simple. Imaginez une espèce de boule de pétanque. Une boule de pétanque, voilà. Dedans, vous allez trouver globalement 3-4 matériaux. Vous avez le manganèse, 20-30%. Vous avez du fer, une dizaine de pourcents, pour faire simple en moyenne. Vous avez 1% de nickel. Et puis du cobalt à 0,2-0,5%. Et quelques terres rares, voilà, qui est le vieux serpent de mer, je dirais, de l'industrie minérale. Alors j'ai découvert, donc, je n'ai pas découvert ces terres rares, mais c'est vrai que les noms sont toujours un petit peu compliqués. Donc il y a du prométhium, bon ça c'est familier pour vous, le germanium, de l'yttrium également. Et ça sert à quoi donc ces terres rares? Ça sert à ça? Ça sert au téléphone mobile? Voilà. Concrètement, c'est votre téléphone mobile, c'est l'écran plat que vous avez chez vous, c'est toutes les nouvelles technologies de l'information, tout ce qui restitue de la couleur et de l'information de façon plus fiable, plus colorée, si je puis dire. Alors on a du mal à s'en passer, et la raison pour laquelle c'est un vrai trésor, c'est qu'en fait dans les terres rares, il y en a qui valent pas grand chose. En gros, vous avez notamment dans les nodules polymétalliques au fond des océans, beaucoup de ce qui s'appelle le cérium et le lantane. Pour faire simple, c'est ce que vous trouvez dans la pierre à briquet. Donc ça n'a pas franchement beaucoup de valeur. En revanche, vous pouvez trouver des choses comme du dysprosium ou bien encore du néodyme, dont on sert dans les aimants à forte puissance qu'on met aujourd'hui dans l'industrie verte, typiquement les éoliennes. Donc ça, ce sont des vrais potentiels d'enjeu. Maintenant, la question économique du coût de l'exploitation par rapport à ce que l'on a, on ne peut pas démontrer, au moins à moyen terme, un vrai impact qui nécessiterait de faire les investissements pour le faire. Pourquoi? Parce que les technologies pour remonter par aspiration, on sait globalement à peu près les mettre au point avec des sociétés comme Technip, il y a eu des essais qui ont été faits, ça marche. Néanmoins, c'est la perturbation du milieu aquatique en eau profonde qu'aujourd'hui on ne sait pas maîtriser. Quand vous dites en eau profonde, on rappelle, on est quoi à peu près à 1000 mètres de profondeur? Alors vous avez ce qu'on appelle les plaines abyssales qui vont en gros pour faire simple de moins 10 000 mètres à 6 000 mètres. 10 000 mètres, d'accord. On est vraiment sous une énorme quantité d'eau. Et puis vous avez des possibilités de ramasser aussi à moins 3 000, moins 2 000. Ça c'est beaucoup plus simple. Plus vous allez profond, plus ça coûte cher, plus c'est compliqué. Oui, la difficulté d'aller partout et puis surtout la difficulté de savoir aussi exactement ce qu'on va trouver en dessous, parce que c'est a priori c'est le loto un peu, c'est une chance sur je sais pas combien. C'est là où quand on annonce les chiffres sur la superficie, il faut vraiment les remettre en perspective. Quand vous êtes dans le milieu minier et que vous cherchez à exploiter une propriété, vous êtes sur un nombre limité de kilomètres carrés. Quand vous êtes sur l'océan Pacifique, évidemment, ça devient immense.
Donc la capacité que nous avons aujourd'hui en France et la Cocorico à trouver des méthodes qui sont mieux que géostatistiques pour essayer de comprendre pourquoi les formations ont mené, c'est-à-dire qu'avant d'aller les chercher, vous avez de bons indices qui vous laissent penser que vous allez les trouver. Ça, ce sont des technologies d'analyse de données qui s'appelle Hypercube, qu'on a développé en France et qui marchent très bien pour ce faire. Et là, on est imbattable, on fait 2 fois mieux que ce qui se fait ailleurs dans le monde. Jacques de Châteauvieux, vous avez la technique justement pour aller chercher toutes ces matières rares au fond de l'eau avec le groupe Bourbon. Oui, je crois que ce qui a été fait dans le domaine de l'offshore est un peu précurseur dans ce secteur. On est passé très rapidement de 200, 400, 800 mètres. On opère aujourd'hui entre 2500 et 3000 mètres. Ce sont bien sûr des robots qui vont réaliser les opérations au fond. Mais alors que beaucoup de l'exploitation qui a été faite était commandée au départ de plateformes pétrolières, avec tout ce que ça posait comme problème d'installation, aujourd'hui on installe ce qui était sur les plateformes directement au fond. On relie ça avec des ombilicaux pour pouvoir les commander à distance et on réalise ces opérations à partir de bateaux qui restent en position fixe en mer, ce qu'on appelle le positionnement dynamique, et qui sont un peu comme des plateformes à terre qui sont liées avec en dessous moins 2000 ou moins 3000 mètres ces robots qui travaillent et ces installations qui peuvent fonctionner dans cet environnement. Alors ce qui a été fait, je pense, pour le pétrole avec la rentabilité qu'on connaît, est tout à fait techniquement faisable pour d'autres extractions. Il faudra évidemment voir quelle est la rentabilité à ce moment-là. Parce que dans ces zones aussi que l'on a gagnées, on a parlé donc de ces terrains, il y a aussi du pétrole aussi, hein, David Weber, Audrey Blier. Il y a du pétrole. Alors, on a gagné essentiellement avec Extraplaque vers les îles Kerguelen. C'est pas là où on s'attend à trouver beaucoup de pétrole parce qu'il y a assez peu de sédiments. Pour revenir sur la réserve, pour parler des terres rares. Les îles Kerguelen, on rappelle, hein, on est dans l'océan Indien, l'hémisphère sud, bien sûr, hein, pas très loin de l'Antarctique. Si on prend les terres rares, on a estimé que la réserve disponible dans les nodules représenterait à peu près 2 fois la réserve terrestre. Maintenant, les Japonais ont mené une mission en 2011 où ils ont trouvé des terres rares notamment lourdes, donc les plus intéressantes, les mieux valorisées, dans des boues. Donc aujourd'hui, remonter des boues, c'est pas quelque chose de forcément très compliqué. Ça, on sait faire. Le problème, c'est qu'on exploitera, à mon sens, pratiquement jamais les nodules, pour une raison qui est très simple, c'est que la probabilité de trouver des terres rares intéressantes est 250 fois supérieure dans les boues que les nodules. Donc si on remonte les nodules, en tout cas, c'est pas pour les terres rares. Ouais, je comprends. C'est passionnant. En tout cas, oui, vous, Audrey Blier, oui, donc à la tête de l'Institut français de la mer. Oui, je voulais simplement ajouter que concernant les technologies à mettre en œuvre, un groupe de travail du cluster maritime français a identifié le fait qu'il y avait 10 métiers très particuliers qu'il fallait maîtriser et que la France était un des rares pays qui maîtrisait ces 10 technologies. Je crois que c'est intéressant de savoir que nous sommes un des rares pays à avoir la capacité d'entraîner la totalité de la chaîne d'exploitation. Alors effectivement, ce n'est pas encore pour aujourd'hui, ce sont des projets à 10 ans, à 20 ans probablement, mais sur lesquels la France travaille déjà beaucoup. Oui, avec notamment des champions comme Bourbon. On rappelle donc la présence de Jacques de Châteauvieux, son président, avec nous. Xavier Louis, donc auteur de France-sur-Mer, un empire oublié. C'est vrai, reparlons un petit peu de cet empire oublié, parce que c'est vrai, on a cité des noms qu'on ne connaît pas forcément, monsieur, madame, tout le monde, les Kerguelen, Clipperton, Crozet, Wallis et Futuna. C'est très important, parce que Wallis et Futuna, les fonds regorgent de fer, de cobalt. Encroûtements rocheux, il y a également, on ne l'a pas dit, il y a de l'or. Ouais. Il y a des teneurs en or de 15%. Parce que la France, elle compte 18 000 kilomètres de côte. 18 000 kilomètres de côte, hein, quand même. Tiens, une petite colle, si je vous pose la question, avec quel voisin on a le plus de frontières, à votre avis? L'Australie, bien sûr. L'Australie, exactement. Bien sûr, 5 000 kilomètres. Ouais. Alors, c'est dans un cas particulier, puisque c'est la partition de l'Antarctique. Après, c'est le Brésil. Il faut savoir, les Français l'ignorent, l'Allemagne n'est que notre 7e voisin. Oui. L'Allemagne. Et notre plus petit voisin, vous ne le connaissez pas, 50 mètres, c'est la Grande-Bretagne. Le tunnel sous la Manche. La sortie du tunnel, le traité de Canterbury signé entre François Mitterrand et la reine d'Angleterre en 86. Ça, c'est une belle colle. Oui, une belle colle, mais ça, bon, je retrouve. 18 000 kilomètres de côte. Alors, la métropole, très bien, les Antilles, que tout le monde connaît, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, mais Crozet, Tromelin, les îles Kerguelen, c'est tout petit, c'est à peine habité. Certaines îles sont juste habitées par des rats ou par des oiseaux. Et qu'est-ce que c'est important, justement, pour l'Empire français, Xavier Louis? Essentiel. Ça pèse lourd. L'Empire français, on l'a dit, 6e territoire mondial sur 4 continents. Nous sommes la seule nation sur 4 continents. Nous sommes la seule nation à posséder à la fois le premier fuseau horaire, c'est Wallis et Futuna, et le dernier, c'est la Polynésie française.
Et donc on a... Ça veut dire qu'à la limite, dans les rêves les plus fous, on peut remonter le temps. On peut remonter en France. Voilà. Avec une carte d'identité, vous atterrissez à Wallis et Futuna, vous passez l'après-midi, vous prenez un avion, 4 heures après, vous êtes en Polynésie la veille. La veille, oui. Voilà, c'est merveilleux. C'est stabilisant. Quel beau 1er janvier. Ah oui, on peut le faire 2 fois. Oui. Bien sûr. On se pourrait 2 fois. Oui. Et donc ça nous donne une force stratégique aussi importante. N'oublions pas que la France est une puissance militaire aussi. Ah bah aussi, n'en parlons une puissance maritime. On y reviendra, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, l'un des enjeux dans cette affaire, et le CIMER en a parlé aujourd'hui, l'un des enjeux, c'est d'avoir aussi une marine qui soit à la hauteur. Oui, Manuel Valls, il a annoncé, c'était ce matin, le comité interministériel sur la mer, donc à Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, l'adoption d'une stratégie nationale de sûreté des espaces maritimes, parce que les espaces maritimes, c'est vrai que ça recouvre beaucoup de choses. Les ports, les transports, la cybersécurité, la lutte contre le narcotrafic, bien sûr. La piraterie, dans ces conditions, est-ce que la Marine nationale, est-ce qu'elle a les moyens d'être partout chez nous, entre guillemets, tellement c'est grand la France finalement? Il y a un chiffre très important, c'est le général de Gaulle qui disait que la mer c'est essentiel pour la France car notre approvisionnement vient par la mer. 90% du commerce mondial passe par la mer. Monsieur Châteauvieux en sait quelque chose. Donc c'est pour nous stratégique. Et la France a cette chance. Simplement, il faut qu'on fasse attention. À partir du moment où il n'y a que 8% de notre territoire économique en Europe, il faut qu'on sache à un moment donné prendre un peu notre liberté par rapport à l'Union européenne. On aurait bien voulu qu'il y ait la Marine nationale ce soir sur le plateau. On les a appelés, mais apparemment les officiers les meilleurs, ils étaient en mer, parce que ceux qui étaient restés à Paris étaient un petit peu endormis. On n'a jamais eu de réponse, c'était un peu compliqué. Jacques de Châteauvieux, groupe Bourbon, allez-y justement pour enchaîner sur ce que disait Xavier Louis. Non, je crois qu'on a des perspectives qui ont déjà été largement abordées par des champions internationaux. Aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur, on a des atouts. Vous vous souvenez sans doute que des dispositions qui ont été prises du temps du président Chirac ont fait de l'armateur français un armateur heureux, même si parfois il a du mal à le reconnaître. Nous sommes aidés par la défiscalisation des investissements. Nous avons une exonération des charges sociales sur l'emploi des marins français et nous sommes taxés sur non pas les bénéfices que nous faisons, mais sur le tonnage de nos navires. Ces conditions, qui existent aussi dans d'autres pays, font qu'être un armateur en France, c'est quelque chose qui est tout à fait appréciable. Et c'est la raison pour laquelle il faudrait qu'on soit plus nombreux à embrasser ces métiers de la mer, mais il faudra aller le faire au-delà des 8% dont parlait monsieur, parce qu'effectivement, l'enjeu, c'est tout ailleurs. Oui, c'est tout ailleurs. C'est vrai, il a raison, Jacques de Châteauvieux. Eudré Blier, on a un trésor qu'on néglige, qu'on ne connaît peut-être pas forcément. On parle toujours du ministère de l'Agriculture. Il y a un salon de l'agriculture, très bien. Bon, c'est super, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi on ne parle jamais de la pêche? Et même nos politiques, on a l'impression qu'ils ne parlent jamais du trésor de la pêche. Alors il y a eu ce comité interministériel aujourd'hui à Boulogne-sur-Mer, et tant mieux, mais le reste du temps, c'est un peu inconnu tout ça. Oui, on parle très peu de la pêche, mais je vais revenir à la mer en général. Pardon, non, mais simplement comment vous l'expliquez? Comment vous l'expliquez? Vous disiez sur la Marine nationale. Ouais. Un chiffre est très illustratif. Aujourd'hui, dans les eaux de Guyane, on a un patrouilleur pour 200 000 km². C'est à peu près comme si la France avait 2 voitures de police pour le territoire métropolitain. Ah oui, je comprends. C'est à peu près ça, l'échelle. Mais je reviens à votre question. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas effectivement de la mer suffisamment de la mer? Parce que c'est un milieu assez particulier tout de même, parce que c'est un monde qui a du mal à sortir de lui-même. C'est un monde qui a du mal à faire valoir ses atouts, mais en même temps, c'est un monde qui est effectivement plein d'atouts. C'est un monde plein d'atouts. La pêche française, Jacques de Châteauvieux en parlera plus savamment que moi, mais sur tous les domaines, effectivement, que ce soit du transport, de l'énergie, de la santé, de l'alimentation, etc., la France a des champions, il ne faut jamais l'oublier. On va y revenir dans un instant. Encore un mot, David Weber, spécialiste des terres rares. Oui, pour rebondir sur ce qu'on vient de dire, faire respecter sa souveraineté, c'est pas forcément aussi évident que ça coûte de l'argent et ça demande aussi un courage politique. Juste pour remettre en perspective ce qui s'est passé dans l'histoire, l'îlot de Clipperton après la guerre avait été occupé par les Américains. Alors on le rappelle, Clipperton, au large du Mexique. Au large du Mexique. Il faut dire simplement, aujourd'hui, il n'y a rien quoi, sur l'îlot de Clipperton. Globalement, vous avez des crabes. Des oiseaux, des crabes et des rats, voilà. En gros, c'est ça. Vrai. Non, mais c'est vrai, c'est pas pour caricaturer. La superficie est toute petite, c'est 1,7 km². C'est le jardin des Tuileries, mais une zone économique exclusive de 400 000 km². Donc, à l'époque, le général de Gaulle avait dû taper du poing sur la table en demandant à nos Américains de bien vouloir évacuer ce qui était notre possession, qui avait fait objet d'un traité en 1923 avec un arbitrage du roi d'Italie. Ça veut dire que si on ne montre pas les muscles et si on ne fait pas tenir le canon en mer,
on n'est pas à l'abri de se voir déposséder de ce qui nous appartient naturellement. Et de temps en temps, il y a un navire de la marine qui vient jeter un œil, voir si... Mais quoi, 2-3 fois par an, pas plus, hein, ouais, c'est rare, Xavier Louis. Ce qu'il faut dire justement, parce que c'est en pleine actualité, le gouvernement, il faut lui rendre hommage, c'est une décision d'ailleurs du président de la République, a nommé un parlementaire en mission qu'il a choisi dans l'opposition en plus. Philippe Folliot. Qui coécrit avec vous France-sur-Mer, un empire oublié. Philippe Folliot, député du Tarn, c'est un symbole aussi. Un département maritime, comme chacun sait. Absolument, comme chacun sait. Philippe Folliot est chargé d'une mission. Il y a eu un colloque la semaine dernière à l'Assemblée nationale avec des propositions très concrètes pour occuper de manière permanente Clipperton. On verra dans un instant ce qui a été annoncé ce matin par le Premier ministre, par le ministre de l'économie et tous les ministres qui étaient réunis donc à Boulogne-sur-Mer pour le comité interministériel de la mer. On verra ce que pèse la mer, l'industrie de la mer en France, l'économie de la mer. Vous savez que ça pèse plus que l'aéronautique ou les télécoms ou l'industrie auto également. À tout de suite. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. La France est donc le premier domaine maritime mondial. C'est ce que nous rappelait il y a un instant l'économiste Xavier Louis, depuis qu'on a gagné 600 000 km² supplémentaires sous les mers. On n'a pas gagné ça en surface, bien entendu. On a gagné ça sous les mers. C'est ce qu'on appelle le plateau continental. C'est ce qui prolonge quelque part des terres comme la Guyane, la Nouvelle-Calédonie, les îles Kerguelen, etc. Enfin voilà, toutes nos possessions qu'on a dans le monde entier. On a 18 000 km de frontières avec le reste du monde, ce qui est énorme. Voilà. Et donc, on est à la tête d'un trésor. Voilà, un trésor qui est peut-être parfois un peu négligé, qu'il faut peut-être justement aider, encourager, et c'était la raison de la présence d'une partie du gouvernement ce matin à Boulogne-sur-Mer lors d'un CIMER, un comité interministériel de la mer que présidait Manuel Valls. Le président de la République l'a dit au début du mois, en inaugurant au Havre le plus grand porte-conteneur du monde. L'État est là, aux côtés des collectivités territoriales, aux côtés des acteurs publics et privés, pour accompagner le secteur maritime français. C'est la raison de ce comité interministériel. Nous voulons permettre au secteur maritime de se moderniser, de répondre aux défis qu'il rencontre, de continuer à progresser et de rester parmi les tout premiers mondiaux. Le Premier ministre, donc, ce matin à Boulogne-sur-Mer. Eudry Blier, donc, président de l'Institut français de la mer. Et vous le citiez tout à l'heure, le cluster maritime français qui réfléchit justement à toute cette économie de la mer. Elle pèserait, cette économie, un peu plus de 3% du PIB. Elle emploierait plus de 300 000 personnes, plus que l'aéronautique, plus que les télécoms, plus que l'industrie automobile, c'est-à-dire qu'elle pèse plus que chacun de ces secteurs, aux environs de 70 milliards d'euros. Et ça, on ne le sait pas forcément. Oui, effectivement. Alors 70 milliards d'euros, y compris le tourisme littoral, etc. Mais l'économie maritime dure, si j'ose dire, c'est plus de 50 milliards d'euros déjà. Et là aussi, c'est déjà plus de 2 fois l'aéronautique, les télécoms, etc. C'est un domaine qui est un peu morcelé parce que nous avons beaucoup d'activités maritimes, mais c'est un domaine qui est morcelé, donc ignoré. Quand on parle de l'économie maritime dure, on parle de quoi? On parle de la pêche, on parle de l'aquaculture, des hydroliennes, on peut parler de la culture d'algues marines, les éoliennes, l'énergie thermique, la valorisation donc de toutes ces ressources, toutes ces molécules marines aussi pour l'industrie pharmaceutique. C'est infini, j'ai l'impression. Oui, bien sûr, on parle aussi du transport que vous n'avez pas cité, on parle de tous ces métiers, effectivement, avec la mer. Qui sont des métiers passionnants par ailleurs, des métiers extrêmement riches, des métiers d'hommes et de femmes, mais ce qu'on appelle des métiers d'hommes, parce que des métiers avec de vraies valeurs, je crois, et c'est un des vrais attraits qu'il peut y avoir à être dans le maritime. Et on a la chance d'être aussi avec Jacques de Châteauvieux à la tête du groupe Bourbon, dont le gros de l'activité, ce sont des services pétroliers offshore, ravitaillement, ancrage d'appareillage, d'appareils de forage, stimulation de puits, des services sous-marins également. Et vous êtes complètement, vous, recentré il y a quelques années sur la mer. Vous aviez une partie distribution, une époque, notamment dans le département de la Réunion, entre autres. Vous avez dit, la mer. Et finalement, bingo.
Oui, je crois que pour quelqu'un qui venait d'une île outre-mer, le fait de franchir la mer, c'était évidemment un grand pas, mais on a été récompensé pour notre audace, puisqu'au bout de quelques années, on est devenu, dans certains secteurs, un véritable acteur de dimension mondiale. Ce que je voudrais signaler, c'est que la mer, c'est avant tout, comme vous le disiez, une histoire de femmes et d'hommes. Souvent, les hommes sont ceux qui sont en mer, mais les femmes sont ceux qui les soutiennent dans leur manière d'être à terre. Et c'est une histoire de personnes qui ont le sens de la mission, qui ont le sens de la responsabilité, le capitaine est maître après Dieu, et qui a le sens de la solidarité, car on n'hésitera pas à abandonner ce que nous faisons en mer pour aller secourir des personnes. C'est la pratique des gens de mer. Donc il y a là beaucoup de valeurs, et je pense que ces valeurs sont celles des entrepreneurs, c'est-à-dire ces personnes qui veulent faire des grandes choses et qui se compliquent la vie pour ça. Eh bien, on trouve chez les entrepreneurs beaucoup de marins. Génial. Xavier Louis, donc auteur de France sur mer, un empire oublié. Je citais toutes ses activités, le pétrole, le transport, les ressources minières. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a des projets d'avenir. Il y a deux domaines qui sont essentiels pour l'avenir de l'humanité. L'eau douce, la production d'eau douce, et la nourriture. Production d'eau douce. Je citais tout à l'heure des géants comme GDF Suez, comme Veolia, comme Suez. Voilà. Ils sont les deux leaders mondiaux. On ne va pas s'excuser. Les deux leaders mondiaux pour dessaler l'eau de mer sont français. Veolia Environnement, de Grémont. Autre domaine, la nourriture. Comment on va nourrir 9 milliards d'êtres humains? L'aquaculture, d'une part. On n'est pas les meilleurs, mais on n'est pas mauvais. Et d'autre part, les algues. On mange déjà beaucoup d'algues. Et il y a des pays qui en consomment énormément, mais les Français sont bons. Il y a un centre de valorisation des algues en Bretagne. Et c'est avec, et comme on a Roscoff, projet d'une première ferme d'élevage de vers marins aussi en France. Voilà. Passionnant. Il y a le domaine de la santé avec les algues. La thalassothérapie est une invention française. Merci Louison Bebet. David Weber, expert énergie, auteur de Terres rares, avenir industriel, future richesse de l'Europe. C'est vrai, les molécules marines pour l'industrie pharmaceutique aussi, oui. C'est l'avenir, ça. Oui, c'est vrai, on trouve notamment des substances qui sont capables d'annihiler la douleur à des taux largement supérieurs à ce qu'on sait faire aujourd'hui avec des médicaments classiques tirés de la chimie, alors que en fait des molécules existent aujourd'hui au fond des océans qui permettent de vous endormir sur des douleurs qui sont extrêmes et pour lesquelles vous allez beaucoup mieux supporter un certain nombre d'actes chirurgicaux qui sont potentiellement extrêmement lourds. Donc oui, aujourd'hui, l'industrie pharma se tourne vers les océans pour trouver les molécules d'avenir, parce que la chimie est arrivée un petit peu à bout de ce qu'elle savait faire. Et ce que vous dites, Xavier Louis, dans votre livre, hein, le potentiel de développement il est considérable, et la France fera à coup sûr partie du top 5 mondial des pays les plus riches en 2060. Grâce à quoi? Grâce à cette mer. C'est votre pronostic? On devrait, même je pronostique qu'on peut être sur le podium. Il n'y a aucune raison. Quand on voit, on me dit, mais c'est demain. Quand on voit ce que le général de Gaulle a fait en 3 ans entre 58 et 61, en gros, la France, qui était au fond du gouffre, est redevenue très vite, en 3 ans de temps, l'un des premiers pays mondiaux, une des premières économies mondiales. On est capable, d'ici 2050, effectivement, avec ce potentiel, il faut qu'il y ait une volonté politique. Il faut que ce soit un projet politique. Ouais. Au plus haut niveau. Au plus haut niveau. C'est la question que je posais tout à l'heure à Eudribli, à votre avis, Xavier Louis. Pourquoi les politiques, en général, ne s'intéressent pas plus? On les entend pas plus parler de la mer. C'est une raison historique. La France est un pays de paysans. La France, à la différence de la Grande-Bretagne, n'a pas eu besoin de la mer pour se nourrir. Nos familles, on s'est débrouillés avec les châtaignes, avec notre terre. Les Anglais, ils ont eu besoin de la mer. Donc ils se sont développés. Il y a une culture à partir de là de la mer que nous n'avons pas. Donc c'est compliqué. C'est des siècles qu'il faut arriver à remonter. Expliquer l'outre-mer également. On a vécu la décolonisation pour un certain nombre de gens aujourd'hui, y compris de responsables politiques avec qui j'en ai parlé. Pour eux, ils attendent une deuxième décolonisation en quelque sorte, le jour où on va rendre leur liberté à nos ultramarins. C'est donc, on n'a pas cette intégration. J'ai pas l'impression qu'il y a une volonté quand même des Outre-mer de se franchir de la France. Non, ils n'ont pas la volonté, au contraire. Mais nos métropolitains, nos élus métropolitains n'ont pas non plus cette volonté véritablement de prendre en compte cette dimension ultramarine de la France. Hervé Larocque, avocat spécialiste de droit maritime. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'évidemment, je suis ravi de voir le domaine maritime s'étendre. Je n'ai jamais fait que ça dans ma vie.
Mais je voudrais que la France prenne conscience du fait qu'on a quelque chose à préserver et à conserver. Et vous parliez des politiques, il faut que l'on soit capable de faire régner l'ordre et la police sur toutes ces étendues maritimes. Compliqué. Et vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas de frégate au Kerguelen ou ailleurs, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il faut véritablement avoir une police de nos mers si on veut les préserver. Oui, alors justement, la volonté politique. Alors en effet, on vient d'entendre le Premier ministre qui se trouvait ce matin à Boulogne-sur-Mer avec quelques annonces faites avec Jean-Yves Le Drian, bien sûr, ministre de la Défense, qui était présent tout naturellement, et puis lui-même élu d'une région maritime, la Bretagne, Emmanuel Macron. Alors 15% de l'enveloppe budgétaire allouée à la France sur le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche va être consacré au développement de l'aquaculture. Donc ça, c'est un bon signe, Xavier Louis, vous nous parliez de l'aquaculture. Il y a à faire en France. Tout à fait, notamment du côté de Mayotte, par exemple. Mayotte est un endroit très important. Océan Indien, donc cette fois. Et également en Polynésie, et pour nourrir les Chinois. C'est les Chinois qui investissent en Polynésie française pour, effectivement, des grandes fermes aquacoles qui vont permettre qui vont aller à 100% les produits en Chine. Alors, d'autres annonces par le gouvernement, donc renouvellement des flottes de pêche, pour des bateaux plus sûrs, moins coûteux, plus économes, plus performants. Il va y avoir des crédits d'impôt, il va y avoir donc un certain nombre de prêts garantis par la Banque publique d'investissement, des avantages fiscaux. Parce que ça, il y en a besoin, Driblier. En 20 ans, on dit que la pêche française a divisé sa flotte par deux. Une flotte coûteuse, une flotte vieillissante. Vrai, faux? Oui, je laisserai à Jacques de Châteauvieux le soin de parler de la pêche hauturière, mais il est certain que toute la petite pêche et la moyenne pêche a été de plans de renouvellement à des plans de déconstruction, etc., qui étaient plutôt des plans liés à des véritables difficultés de gestion de stock. On est aujourd'hui dans un système de gestion des stocks qui est beaucoup plus sain, qui doit permettre d'avoir une vision sur qu'est-ce que l'on peut pêcher, de façon à ce que les stocks se renouvellent, à condition toutefois, pour la grande pêche en particulier, mais pour un certain nombre de choses, à condition que le braconnage de la pêche, qui aujourd'hui représente la moitié de la pêche mondiale, il y a la moitié de la pêche mondiale qui est faite par des braconniers. Si on arrive à endiguer un peu ce braconnage, eh bien la pêche peut redémarrer réellement, y compris en France. Jacques de Châteauvieux à la tête du groupe Bourbon. Oui, alors on est effectivement un petit peu impliqué également dans les questions, à titre personnel, dans les questions de pêche. Je crois qu'il n'y a pas de fatalité. Pourquoi à titre personnel, vous dites? Parce que c'est une autre société que Bourbon, qui s'appelle la Sapmer. D'accord, très bien. Qui est engagée dans cette activité. Alors vous voyez, c'est une bonne illustration de ce que l'on pourrait faire, en s'y mettant évidemment à beaucoup. Nous avions un bateau qui pêchait la langouste à Saint-Paul et Amsterdam depuis 1948. Et puis on a eu quelques bateaux qui pêchaient la légine, une autre ressource française au Kerguelen et à Crozet, et la flotte est passée comme ça de 1 bateau à 5 bateaux. Et puis on aurait pu s'arrêter là, et l'appel quand même de vouloir faire un peu plus nous a conduit à imaginer comment pêcher le thon et l'emmener avec ses qualités au moment de la pêche jusqu'à l'assiette du consommateur, et en particulier en le congélant à bord tout de suite à moins 40 degrés pour lui conserver toutes ses qualités. Eh bien on a fait d'abord un premier, puis un deuxième, aujourd'hui on a 9 bateaux. Vous voyez que c'est possible, simplement il faut aimer, il faut vouloir. Et je crois que si on aime et si on veut, on trouve les réponses, les raisons juridiques, les femmes et les hommes qui viennent faire le travail, l'argent nécessaire à le faire, et on rassemble et on donne peut-être envie à d'autres de faire pareil. Et je crois que c'est ça dont la France a besoin, c'est qu'on nous donne envie, qu'on ait des exemples, et qu'ensuite on y aille franco, si on peut dire. Voilà, qu'il y ait de la volonté politique, qu'il n'y ait pas trop de blocage. David Weber. Mais non, pour rebondir sur ce que disait Jacques, comme disent les latinistes, memento dare semper, rappelle-toi de toujours oser. Je crois qu'aujourd'hui, les blocages psychologiques en fait sont en train d'être levés dans le pays. Il y a une prise de conscience, il y a des ouvrages. Les gens se réunissent, les gens se parlent. On a un potentiel qui est extraordinaire, qui est formidable. Maintenant, il faut juste une petite dernière impulsion, et ça va bien se passer. Alors oui, l'impulsion, quand le Premier ministre, par exemple, ce matin, décide de favoriser les implantations nouvelles d'élevage d'animaux marins, parce qu'il n'y a pas eu de création depuis une quinzaine d'années, notamment en raison de la pression des écologistes. Là aussi, c'est récurrent, le blocage des écolos régulièrement qui freinent tous les projets de développement. Xavier Louis. C'est un drame pour nous en France. Ouais. À tout point de vue,
les écologistes bloquent un tas de choses. On peut en parler dans différents domaines. On peut faire plein d'émissions là-dessus. Non, ça c'est vraiment dramatique. Ça c'est vraiment, je ne comprends pas. Ça c'est, pour moi c'est bon. Oui, Jacques de Châteauvieux. Oui, je voulais revenir sur quelque chose que vous disiez tout à l'heure. Je crois qu'il faut aussi qu'on change notre manière de regarder les problèmes. On dit on n'a pas de frégate pour faire la surveillance des territoires. Mais aujourd'hui, on ne fait plus comme ça. On utilise les satellites, on utilise les émetteurs, on utilise une autre manière de regarder. La révolution numérique, elle intervient dans tous les secteurs. Elle doit également modifier ces secteurs-là. On fait aujourd'hui autrement dans beaucoup d'activités. Nous, dans nos métiers, on doit faire également autrement. Et si on ne prend pas à bras le corps la révolution numérique pour faire justement que ça coûte moins cher à l'État, que ça coûte moins cher à nos compatriotes et qu'on gagne des parts de marché par rapport aux autres, bien on aura raté le virage de ce début de nouveau siècle. David Weber et Xavier Louis. David, tout à fait. Pour rebondir sur le sujet que je connais bien par ailleurs, effectivement, aujourd'hui, les forces armées, à travers différents moyens, ce qu'on appelle le CERAN-SMART, le lancement de la marine qui est basé à Brest, disposent de moyens et est en train de s'équiper pour pouvoir accomplir un certain nombre de missions qui sont beaucoup plus diverses sur des théâtres qui sont de plus en plus lointains, avec des objectifs qui sont de plus en plus ambitieux. Ouais. Xavier Louis. Il y a deux choses aussi que je voudrais rajouter, et Jacques de Châteauvieux l'a un peu laissé entendre, les satellites, qui permettent d'ailleurs de surveiller les zones de pêche notamment, et d'intervenir dans le cadre de la pêche à la légine. On est encore récemment intervenu contre des braconnages. Et d'autre part... Qui viennent d'où ces braconnages de quel pays en général? C'est du local ou Corée du Sud, je crois. Des pays qui ont faim. Des pays coréens. Ouais. Les pays coréens, oui. Et puis je pense qu'il faut peut-être réfléchir, et on est dans une émission économique, à des partenariats publics-privés dans ce domaine, y compris avec la Marine nationale. Ouais, alors au final, la France, est-ce qu'elle connaît bien son trésor maritime? Pas forcément, donc est-ce qu'on sait bien profiter de notre or bleu? Allez, tour de table, et puis on va se quitter. Driblier à la tête de l'Institut français de la mer. Ce que je voudrais saluer, c'est l'évolution de l'éducation nationale. Il y a aujourd'hui, dans les programmes scolaires, dans les programmes du secondaire, de véritables progrès sur l'enseignement du maritime. Et c'est par là aussi qu'on changera les mentalités de nos compatriotes. Et Jacques de Châteauvieux. L'or bleu, pour moi, il est dans le regard des entrepreneurs. C'est eux qui ont dans les yeux l'or bleu. Bon, Hervé Larocque, avocat. Et moi, je me réjouis que les politiques, pour ce qui concerne l'extension de notre domaine maritime, aient déposé en leur temps les demandes qui convenaient pour étendre nos surfaces maritimes. Et ça prouve qu'en France, on s'occupe bien de la mer. Voilà, 600 000 km² supplémentaires gagnés donc depuis quelques jours. Allez, Xavier Louis. Je rebondis sur ce qu'a dit Eudes, c'est-à-dire que j'aimerais qu'à l'école, on nous apprenne que la carte de France, c'est ce que vous avez... La carte de France, c'est ce qui est à la une donc de votre livre France sur mer. C'est-à-dire le monde entier. C'est la planète. C'est 4 continents et ce n'est pas la métropole et ses 550 000 km². Non. C'est 12 millions de 12 millions de km², c'est ça la France. David Weber. La mer, c'est un peu comme une femme que l'on cherche à séduire. Avant de pouvoir l'embrasser, il faut un petit peu la dompter. Je crois que l'inventaire est fait. Aujourd'hui, elle est prête à nous tomber dans les bras. Merci à tous. Dans un instant, on va s'intéresser à un autre pays maritime. C'est la Grèce. Est-ce que Alexis Tsipras redevient fréquentable? Donc après l'été troublé, François Hollande, il est sur place depuis cet après-midi. On va en parler avec Jacques Delarosière. C'est l'ancien directeur général du FMI qui vient souvent vous voir ici au Décodeur de l'Écho. Je remercie Driblier, président de l'Institut français de la mer. Jacques de Châteauvieux à la tête de son groupe innovant qui est le groupe Bourbon. L'avocat spécialiste du droit de la mer Hervé Larocque. Xavier Louis, France sur mer, un empire oublié, c'est le livre qu'il a signé, justement passionnant, c'est bourré de chiffres, de cartes également. Et David Weber, terre rare, avenir industriel et future richesse de l'Europe, donc spécialiste énergie. Merci, les décodeurs de l'écho reviennent dans un instant. Bonne soirée. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.